intéresse nous, c'est l'apprentissage profond. Voilà, donc on retrouve aujourd'hui l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines, la santé, les finances, l'industrie, les médias, le transport. Par exemple, dans le domaine de la santé, actuellement on est en train de travailler sur un big dataset dans lequel on stocke toutes les données d'imagerie médicale des patients, dans le but de trouver des indications sur des maladies classées sans suite. Par exemple, dans les médias, nous avons aujourd'hui des gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour avoir une influence sur une catégorie de personnes et leur donner des idées, des choix, etc. Et bien d'autres choses. Maintenant, le principe de l'intelligence artificielle. Quand on le définit pour nos étudiants, on le prépare comme ça. D'accord? Donc je ne vais pas vous expliquer ça, c'est trop compliqué. Mais en général, l'apprentissage automatique ou l'intelligence artificielle peut se résumer en 3 parties. Il y a l'apprentissage supervisé dans lequel on a des étudiants, on leur donne le cours, après on les teste. C'est-à-dire on donne la machine des données d'apprentissage, on lui apprend à faire des choses, après on le teste. Il y a l'apprentissage non supervisé dans lequel on met quelqu'un qui ne parle pas japonais, on le met dans le Japon, on le met au Japon, on le laisse vivre 30 jours, il va apprendre à parler japonais. Il y a l'apprentissage par renforcement dans lequel la machine, on la laisse agir, après soit on la récompense, soit on la punit. Suite à ça, elle va apprendre à faire de bonnes manières, etc. Donc en résumé, c'est un ensemble de nœuds comme ça, dans lesquels ces petits cercles, c'est rien d'autre qu'une inspiration des neurones que vous connaissez, donc avec des entrées, des sorties. Donc vous les appelez dendrites et tout ça, nous on les appelle des entrées et des sorties avec des fonctions d'activation. C'est-à-dire notre système d'apprentissage, on lui donne plusieurs photos de chats, et on lui dit que c'est un chat. Après un certain moment, d'accord, on commence à le tester. S'il se trompe, il aura la possibilité de corriger son erreur et par la suite de trouver les bonnes réponses et ainsi de suite. Donc ça c'est concernant de manière générale l'intelligence artificielle, donc je reviendrai rapidement aux addictions aux écrans et essayer de faire le lien. Donc on va voir est-ce que l'intelligence artificielle peut analyser le comportement de l'utilisateur, comment elle va déclencher et identifier un comportement addictif, comment elle peut faire des propositions de solutions, comment est-ce que la solution peut être personnalisée selon l'addiction de la personne, parce que chacun est addict à sa manière, selon son comportement, selon sa personnalité, etc. Et à la fin, on va voir comment proposer des outils de prévention. Donc la solution va se présenter tout simplement sous forme d'une application que vous allez télécharger sur Play Store, qui va fonctionner en arrière-plan, bien sûr avec un certain nombre d'autorisations que vous avez l'habitude de dire accepter, accepter, accepter. Là, faites attention, ce que vous êtes accepté, c'est un accès à vos photos, etc. etc., etc. Voilà. La solution, donc, elle va faire quoi? Premièrement, elle va commencer par identifier ce qu'on appelle le profil de l'utilisateur. Elle va commencer par surveiller le temps passé sur l'appareil, les moments de la journée, la durée moyenne de l'utilisation, les applications utilisées ou le site ou le contenu que l'utilisateur est en train de manipuler. La fréquence de vérification des messages, c'est-à-dire le lien entre téléphone et personne, en combien de secondes, etc. C'est dans le but. Tout cela est synchronisé avec ses activités agenda, etc. pour voir à ce que le patient il commence à sortir et ignorer ses activités habituelles, c'est-à-dire à commencer à être addict au détriment des autres informations. Ça, c'est une première étape, ça concerne le contenu et le temps. Donc, deuxième lieu, on passe à la reconnaissance faciale. D'accord? La reconnaissance faciale, c'est-à-dire que selon les grimaces du visage, donc on définit une addiction qui peut être une succession d'émotions dans le temps, d'émotions du visage. Donc on arrive aujourd'hui avec un simple traitement d'une image et des contours entre le nez, la bouche et les yeux, de déduire la peur, la joie, le stress, la détente et ainsi de suite. Ça c'est dans le but de détecter des signes de stress et d'anxiété qui peuvent être liés à des addictions aux écrans en les combinant avec d'autres données qu'on va récolter à travers l'utilisateur. Aujourd'hui, je vous invite à voir par exemple cette société DataGlab qui étudie les émotions des personnes quand ils regardent une bande-annonce d'un film et dire est-ce que le film va faire un buzz ou pas, uniquement en regardant la bande-annonce. Ça concerne la reconnaissance faciale, bien sûr, en identifiant les 100 points caractéristiques du visage, d'abord, et on a la possibilité même de détecter des micro-émotions en surveillant l'activation des 42 muscles qui se trouvent au niveau du visage. Par exemple, un plissement du nez évoque le dégoût, et ainsi de suite. Voilà. Et troisièmement, on a la capacité d'analyser des signaux biométriques. La fréquence cardiaque, la conductance de la peau,
les mouvements oculaires, et ainsi de suite. Et ça aussi dans le but de détecter de l'anxiété, du stress, et ainsi de suite, qui peuvent aussi là être liés à des addictions aux écrans. Et enfin, on parle aujourd'hui du traitement et d'analyse du langage naturel. Vous connaissez ChatGPT, les chatbots, c'est-à-dire que l'application en arrière-plan, en surveillant les communications de la personne sur WhatsApp, sur Messenger, etc., de faire de l'analyse de sentiments. D'accord? Et là aussi, pour détecter un certain nombre de signes, d'obsession, déni, perte de conscience. Parce que déjà, je pense que les patients, des fois, même en parlant avec un psychiatre, ils ont peur de dire des choses qu'ils peuvent dire en arrière-plan sur Internet. Et ça va nous servir à identifier certains signes qui peuvent être liés à des addictions aux écrans. Voilà. Donc la deuxième, là, c'est là où commence le rôle de c'est-à-dire de vous en tant que praticien. Donc c'est en combinant ces trois, temps, contenu, utilisation, signaux biométriques et analyse du langage, vous allez définir avec moi ou avec nous des seuils. C'est-à-dire en combinant un certain nombre de symptômes, d'accord, dire que ça et ça et ça, ça peut être addict, ça et ça et ça, non, ça et ça, ça peut être un début, et ainsi de suite. Voilà. Après, donc on passe, c'est-à-dire là, l'analyse, la définition des seuils, et là on arrive au système d'alerte, c'est-à-dire à des solutions thérapeutiques. La solution peut être présentée sous une forme automatique, l'intelligence artificielle, elle a la capacité de détecter le contenu, d'accord, qui incite la personne à être addict et de faire l'effet inverse. Tout à l'heure, le cerveau que je vous ai présenté, il tournait comme ça. Maintenant, il tourne comme ça. C'est-à-dire proposer un contenu inverse à ce que veut l'utilisateur voir, afin de le pousser graduellement à s'éloigner de l'écran. Ça, c'est une sorte de proposition automatique. Et, ou bien, des solutions donc, sous forme de notification, des rappels, des messages de sensibilisation, des alertes aux parents par mail quand il s'agit des enfants. Et là, je mets le point sur une chose. C'est quand j'ai parlé des enfants, ça ne veut pas dire que moi, ma vision est que les enfants peuvent avoir en leur possession des téléphones. Donc, pour moi, il est strictement interdit qu'ils aient des téléphones. Mais à partir du moment qu'il y a des parents qui ne nous écoutent pas, pourquoi ne pas les doter de ces moyens, d'accord, pour au moins être alertés quand on est écran. D'accord? Après, il y a des suggestions de période de pause pour réduire le temps d'écran.